Nicolas Leblanc, combattant de MMA professionnel depuis 2013 maintenant. Je suis combattant pour le Cage Warrior et je combats prochainement, le 20 juillet prochain, pour la ceinture de l'organisation. Sport de combat, je commence judo très tôt, 4 ans, 15 ans de judo, un peu plus, compétiteur en judo. Et après une transition où je m'y retrouve un peu moins, il y a beaucoup de changements de règles dans le judo, donc du coup ça a un peu changé mon jeu et je me suis pas trop retrouvé. En plus, je performais un peu moins à ce moment-là, j'étais compétiteur, donc voilà, donc j'ai fait une petite pause dans les sports de combat et je suis revenu du coup en tant que pratiquant loisir entre guillemets en boxe anglaise et petit à petit au MMA. Et au début, je voulais même pas faire spécialement de compète. Et puis rapidement, j'ai testé un petit peu. Et puis, on arrive petit à petit. Je pense que c'est pas forcément un truc qu'au départ j'ai complètement voulu au démarrage. Je me suis vraiment dit, allez, on fait un petit combat. On m'a proposé. Je me suis dit, allez, c'est cool de faire un combat dans sa vie et tout. Et puis en vrai, c'est quelque chose de particulier de combattre. Et on tombe rapidement dans cette petite adrénaline et c'est cool. Souvent la transition entre l'appréhension et la percussion, on peut avoir une grosse appréhension et moi elle est assez vite partie. Bon, je bagarrais peut-être un peu au début, mais elle est assez vite partie et après je suis tombé dans l'explication un peu plus technique au fur et à mesure. Mais au démarrage, l'adversité de la percussion et de s'imposer par les frappes m'a rapidement plu et c'est pour ça que ça m'a tenté rapidement de faire de la compète aussi. À quel moment du coup tu découvres le MMA et tu fais ta transition? En fait, j'avais des partenaires qui avaient aussi arrêté le judo. Et c'est vrai que quand j'ai commencé la boxe, je me suis senti assez bien en vrai sur l'anglaise. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas se servir de 15 piges de judo quand même. Et il y avait un club qui était vraiment dans la ville où j'ai grandi, à Massy. Et du coup, il y avait un compétiteur qui était de Massy, enfin qui était de la ville d'Antony, juste à côté, qui était compétiteur, Mamour Fall. C'est un ancien de la Snake Team qui a une vingtaine de combats pour Cyril Diabaté et qui avait monté une association dans la ville. Et du coup, je suis venu un peu comme ça sur un conseil d'un ami et je suis arrivé sur le club un peu comme ça. J'ai essayé, j'ai kiffé, l'ambiance était cool. J'étais quand même bon compétiteur en judo, donc j'avais déjà des armes qui me permettaient de briller rapidement. Et le fait d'avoir fait une petite année d'anglais, j'étais quand même pas complètement inconnu à la percussion. Et rapidement, du coup, ça m'a mis en avant. Et c'est vrai que c'est agréable de réussir à performer rapidement dans un nouveau sport. Je redécouvrais un sport, mais en même temps, j'avais gardé les qualités que j'avais pu acquérir avant, donc c'est cool. Tu l'as dit au tout début de l'interview, tu es dans le game depuis 10 ans déjà, 10-11 ans, et tu n'as que, entre guillemets, 14 combats. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé tout au long de la carrière? Tu aurais aimé plus combattre, j'imagine? Ouais, beaucoup plus. Après, déjà, il y a quelques années, il n'y avait pas autant de galas, il n'y avait pas autant de combats, il n'y avait pas autant d'opportunités pour les Français. Là, il y a des galas dans toutes les villes, dans tous les coins. Et c'est cool, hein, ça a du bon, ça ramène de l'audience, ça ramène des sponsors, ça ramène tout, c'est cool. Mais quand j'ai commencé, les seuls galas MMA, c'était aux frontières, donc en Belgique, en Suisse. On pouvait aller en Angleterre, mais les Anglais avaient déjà un gros niveau par rapport à nous. Ils avaient des gros galas amateurs qu'on n'avait pas. Et s'exporter hors de ces pays-là, c'était compliqué. C'était compliqué, on n'avait pas les contacts, ou si on les avait, on servait de chair à canon, donc c'était pas cool. Je l'ai fait un petit peu et on acceptait un petit peu tout parce qu'on voulait combattre, mais c'était plus compliqué. Et
nous, on avait fait le choix de ne pas combattre trop en pancrace. J'ai peu de combats en pancrace, kempo, etc. Toutes les règles françaises, j'en ai fait 2, je crois. Il y a eu ça, principalement, qui m'a fait pas combattre. Après, quand on n'est pas le gars qu'on veut faire combattre, on est souvent aussi appelé à la dernière minute, entre guillemets, et du coup, s'il y a un désistement, eh ben, tu combats pas. Si c'est pas toi que l'organisation veut faire combattre, ton gars il se désiste, ciao, ciao, bonne vie, retourne chez toi, reste chez toi. Ça fait 2 mois que tu te prépares, j'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème. Et ça, c'est une réalité qui est moins vraie maintenant. Si un promoteur veut te mettre en avant, eh ben, il cherche à te trouver un remplaçant. Donc voilà, et après il y a le dernier aspect, c'est l'aspect blessure. J'ai eu des grosses blessures qui m'ont fait du coup être off pendant longtemps. J'ai fait 2 genoux, 2 ligaments croisés, une main cassée. Et déjà ça enlève quelques années. Et après je vais au Cage Warrior. Je trouve pas grand chose en réalité comme combat. On a du mal à trouver des oppositions. J'ai au moins 6 annulations d'affilée. C'est une période qui est dure alors que je me sens bien. Je m'entraîne 2 fois par jour, voire plus de 3 fois par jour. Et je suis là tout le temps sur le tatami et je performe vraiment, je me sens vraiment bien. Et on trouve rien. Et à un moment, on nous propose le Cage Warrior. Le moment où je signe au Cage Warrior, ça me repropulse un peu et ça me remet en avant. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a mis en avant. Et en vrai, en Europe, ça restait la plus belle plateforme à ce moment-là. Il n'y avait pas de débat. Le KSW faisait peu de poids légers à ce moment-là. Maintenant, ils en font un peu plus. Mais à l'époque, ils faisaient beaucoup de lourd. Ils commençaient un peu à descendre sur les 66, mais ils faisaient peu de 61 même. Donc en vrai, et puis c'était pas aussi, c'était pas des aussi gros shows que maintenant. Là, mais à part le KSW, le Cage Warrior, il n'y avait pas grand chose. Il y avait des petits shows en Angleterre qui ne payaient que dalle. Et après quelques orgas en Belgique, mais Belgique-Suisse qui organisait peut-être 1 fois par an, 2 fois par an. Et donc c'était pas facile, donc on a fait le show du Cage Warrior. Et l'avantage du Cage Warrior, c'est que le niveau est élevé, mais si tu performes, tu montes vite. Donc il y a un peu un double tranchant d'être dans cette organisation. J'ai été un peu plus mis en avant ces derniers temps par les réseaux, par un peu de communication que j'ai pu faire, mais aussi par le Cage Warrior qui m'a quand même mis en avant. Et du coup, RMC qui a fait les promos de mes 2 derniers combats où je combats en carte principale de show important pour le Cage Warrior face à des locaux. Donc je pense que j'ai été mis en avant grâce à RMC et Cage Warrior. Et du coup, là, j'ai gagné un peu en visibilité. Bien sûr, c'est pas assez par rapport, je pense, à l'adversité que j'ai eue et au niveau que j'estime avoir. Mais voilà, déjà ça avance et on va dans le bon chemin. J'espère qu'après cette belle ceinture que peu de Français ont eue quand même et qui représente quand même une grosse performance dans le monde du MMA mondial, vraiment, pas seulement européen. C'est quand même une ceinture reconnue et je pense que ça me mettra encore plus en avant et c'est aussi pour ça qu'on va la chercher. Justement, tu parles de ceinture, rappelle-nous déjà la date et le lieu du combat. 20 juillet à Londres. 20 juillet à Londres, dans une salle emblématique, je me souviens plus du nom, mais c'est une grosse salle connue en Angleterre, à Londres. Et donc ce sera pour la ceinture du Cage Warrior. Qu'est-ce que tu sais de ton adversaire? Shaj Haq, c'est un combattant qui est de Londres, donc local, mais bon, ça c'est comme d'hab. J'ai plus combattu à l'extérieur qu'à la maison. J'ai combattu que 2 fois à la maison et là j'ai quand même du monde qui fait le déplacement, donc j'aurais presque l'impression d'être à la maison pour moi. Il y a tellement de personnes qui suivent et qui ont pris l'engouement que en vrai, ce sera une des fois où je serai le plus à la maison pour moi, donc c'est déjà cool et ça me va. Et après, Haq, c'est un gars qui est, je crois, sur 6 victoires consécutives, qui est 40 mondiales, un peu au-dessus, je crois, qui est entre 40 et 50 mondiales. Ça bouge vachement les classements, mais c'est autour de ça, en tout cas 40-50 mondiales. Il a les 3 défaites qu'il a, 3-4 défaites, je sais plus. Il y a au moins 2 gars qui sont à l'UFC, Jake Hadley et un autre russe qui était au ACA, là, une grosse organisation russe. Ces 2 gars-là, ils performent à l'UFC. Sur ces 3 défaites, ça fait du beau monde. Et même les décisions qu'il fait serrer un petit peu, il a battu des gars forts. Donc c'est un beau tremplin et
sur ce combat-là, c'est un beau challenge pour moi. Je pense que j'ai pris des gars qui étaient forts et qui performaient au sein du roster du Cage Warrior, mais qui n'avaient pas forcément les palmarès les plus impressionnants, même si mon dernier adversaire, c'était un vétéran de l'organisation, il avait combattu beaucoup de fois. Donc voilà, ça restait j'ai pris des gars qui, sur le papier, sur le palmarès, ne sont pas les plus beaux palmarès, mais qui restent des combattants très solides et qui perdent contre des gars qui sont vraiment au top européen. Mais là, ça fait un beau palmarès à aller chercher. Et surtout un gars qui est très bien classé. Donc ça, c'est cool l'un dans l'autre. Ton adversaire, Ak, on a pu le découvrir aussi à l'Ares. Ouais, face à c'est vrai. Samir Faidine. Ouais. Samir qui avait pris la ceinture du Cage Warrior aussi. Donc forcément, j'imagine que ça te donne encore plus envie d'aller le battre, sachant qu'il a battu Samir. Ouais. Samir qui a pris aussi la ceinture du Cage Warrior. Il y a tout un processus aussi autour de ça. C'est cool. Je m'entraîne de temps en temps avec Samir, on se connaît. Hein. C'est un petit monde de toute façon, et puis on s'est entraîné quand même quelques fois ensemble. On a beaucoup d'amis en commun. Et en vrai, on a échangé un petit peu sur Ak aussi. Il avait perdu. En vrai, je trouve qu'il fait un beau combat. Il fait un beau combat contre lui. Un combat quand même assez serré. Je crois que c'est une split. Et il fait un combat assez engagé où il arrive quand même à performer un peu debout, alors que Ak a quand même pas mal de KO, mais il se fait un peu coller en lutte au sol. Et du coup, il perd le combat. Donc voilà, allez manger les Français. Du coup, tu en as parlé rapidement, mais avec Samir, vous discutez un peu autour de ton prochain combat? On a discuté, on a un petit peu échangé, mais pas de... il devait combattre là, je crois, au Ares. J'avais prévu de l'appeler pour mon camp, pour m'aider un petit peu, mais il s'est cassé le bras. Donc il a subi une opération, d'après ce que j'ai pu voir. Donc voilà, il n'a pas pu faire partie du camp. Après, j'ai quand même pas mal de partenaires, et puis je fais venir des test matchs extérieurs que je connais moins, qui auraient pu être Samir, justement, des gars avec qui je m'entraîne pas au quotidien. Comme ça change un peu l'adversité, et ça fait un peu plus une réalité de combat, vu qu'on se connaît moins. Et voilà, bon, malheureusement il s'est cassé le bras, ce combat a été annulé, et du coup, on n'a pas pu s'entraîner autant que moi j'aurais voulu sur cette prépa en tout cas. Qu'est-ce qui représente ce combat du 20 juillet pour toi? Je pense que ça reste ma chance. Hein. Ça reste une belle opportunité de briller pour déjà des Français qui ont fait des rushs comme ça pour aller chercher la ceinture au Cage Warrior. Il y en a peu. Il y en a peu en général, les Français qui ont pris la ceinture. Il y en a quand même quelques-uns. Il y a Morgan, il y a Djati, il y a Karl Amksou, il y a Samir. Mais il y en a pas énormément, et en général c'était sur un one shot. C'est-à-dire ils ont été appelés pour perdre, et ils sont arrivés et puis ils ont fait la surprise. Par contre, des Français qui ont fait un vrai rush au sein de l'organisation pour monter, il y en a eu peu, donc déjà je pense que c'est intéressant, même pour la suite, pour l'UFC concrètement, d'avoir une série consécutive de victoires au sein d'une grosse orga comme ça, enfin d'une orga en tout cas connue comme ça, où j'ai battu une série de gars qui étaient dans le roster vraiment, et pas ramenés dans le roster de manière en one shot, etc. Et après aller chercher le champion en titre, ça reste quelque chose de fort et une belle image. Donc en vrai c'est une belle chance d'aller vraiment briller, d'aller prouver que j'ai le niveau mondial, et d'aller chercher des très très grosses orgas. Tu l'as dit, forcément, après cette ceinture, l'étape logique, ce serait l'UFC. Ouais. On a parlé tout à l'heure, devant toi au classement, il y a un Français, Michael Aljarouj, qui est en train de frapper à la porte de l'UFC également, qui espère être sur la carte de l'UFC Paris.
Est-ce que toi, ça t'intéresserait, un duel face à Michael? Je pense que l'UFC le fera pas. En vrai, moi je serais pas contre dans l'idée, dans le sens où si ça nous permettait de signer tous les deux, pourquoi pas, mais je pense que l'UFC le fera pas. Ils le font jamais, sauf la seule fois où ils l'ont fait, c'était sur le dernier UFC Paris avec tout le micmac autour de Gomis, ouais. Guémouri, Taylor Lapillus, etc. Et Guémouri qui ont eu chacun des annulations dans leur combat et du coup ils n'ont pas voulu perdre un combat sur leur carte et du coup ils ont mis 2 Français. Mais c'est pas dans leur intérêt de faire ça et je suis managé par Graham Boylan, donc le président du Cage Warrior, depuis un combat. Concrètement, c'est pour essayer de se placer le mieux possible parce que on n'a pas beaucoup de contacts et puis en vrai ça met un petit poids dans la balance en plus si quelqu'un dit mon nom. Et il le dit clairement, ils n'aiment pas mettre des Anglais contre des Anglais, surtout sur une signature. Si 2 Anglais ou 2 Français, je sais pas, on imagine 2 Français qui montent et petit à petit se rencontrent, pourquoi pas, parce qu'il y aurait une hype autour de leur montée, mais les faire s'affronter directement, c'est pas dans leur intérêt, dans le sens où celui qui perd, et ben, il sera moins suivi par le peuple et du coup il a moins d'intérêt pour l'UFC et après ça donnera des oppositions où peut-être ça aura moins d'attrait pour le public français. C'est parce que l'UFC, ils veulent toujours ce profil-là. Donc à part si l'un d'eux signe et qu'en remplacement l'autre arrive, je vois pas pourquoi l'UFC ferait ça, ça m'étonnerait. Ou en dehors de l'UFC peut-être? En dehors de l'UFC, en vrai, on a eu plusieurs occasions. Il y a une fois où on a failli s'affronter vraiment. Et après, on a eu plusieurs occasions. On m'a proposé plusieurs fois. Après, j'avais toujours un contrat avec le Cage Warrior pour la plupart. Et il y a eu un moment où j'arrivais un peu à partir du Cage Warrior en one shot. Ils aimaient quand même pas trop ça. Faut dire la vérité. Hein, ils préfèrent me garder pour eux. Et surtout, du coup, dès que je disais bon, j'ai peut-être un combat, du coup, est-ce que tu peux me libérer? Il me disait, attends, on va te trouver quelqu'un. Et là, il me proposait un gars sur une main card, sur un beau combat. Et puis, si tu gagnes celui-là, on t'envoie sur la ceinture directe. Donc, du coup, à chaque fois, moi, j'ai eu un peu des mecs mieux classés, un peu plus intéressants pour moi, parce que même si Michael, ça reste une belle adversité sur les shows en France où on me l'a proposé, c'était peut-être un peu moins mis en avant. Et le Cage Warrior te laisserait partir à l'UFC sans défendre ta ceinture ou... Je pense ouais. En vrai, il y a quelques organisations, dont le Cage Warrior, où il y a une clause qui dit que si l'UFC t'appelle, peu importe où t'es, tu peux y aller. T'as déjà l'UFC Paris dans ta tête? Ouais, bien sûr. Et même si on peut dire que ça fait un peu court comme laps de préparation, mais et je m'entraîne toute l'année, je suis pas le genre de combattant à faire un mois de pause derrière mes combats. Je reste maximum une semaine off et après je retourne à l'entraînement, même si je reprends progressivement selon les petits bobos qu'on a pu avoir. Mais en vrai, je suis toute l'année sur le tatami. Je kiffe m'entraîner et ça me dérangera pas de repartir en prépa. Je prendrai une petite semaine de break avec la famille, etc. Et après, retour au charbon. Et je serai prêt surtout pour ça. On peut pas laisser ce combat aller à la décision. Ouais, de toute façon, j'ai peu de combats qui finissent à la décision. J'ai que 2 décisions dans ma carrière. C'est mon tout premier combat où j'ai une décision. Et après, j'en ai un autre contre un Anglais qui se relevait bien et avec qui on a fait beaucoup de luttes offensives-défensives. Et du coup, on a fini à la décision. Sinon, tous mes autres combats, j'ai 8 finishes sur 10 victoires. Donc 5 par soumission, 3 par KO. Donc en vrai, je fais pas trop à la décision. Et ça, c'est en 3 rounds. Donc en 5, j'aurai le temps d'installer et d'aller finir. J'ai du jus, j'ai du cardio, je peux frapper fort jusqu'à la fin, je peux soumettre jusqu'à la fin. Sur mes 5 dernières victoires et 3 KO de soumission, avant j'avais tendance à plus soumettre. Je suis prêt à aller finir ce combat, peu importe comment, je vais accélérer s'il le faut
J'ai tout donné, même jusque dans les dernières secondes pour aller finir un combat et pour être sûr de ne pas laisser de place au juge. Si ça va jusqu'à la décision, j'aurais tout donné et j'espère que je leur ai marché dessus d'ici là. Mais je vais tout faire pour que ça n'arrive pas là.